Modération. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, bienvenue, merci d'être avec nous. Ce matin, c'est le petit déjeuner politique de Jean-François Copé, et qui est maire de Les Républicains de Meaux et surtout auteur et co-auteur de l'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ? Oui, on va en parler dans un instant. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Avant, politique et intelligence artificielle, peut-être un mot de football, c'est pas forcément votre passion, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Ne dites pas ça. Je suis comme tout le monde effondré. Ah bon, dans ce qui s'est passé hier soir. Oui. Ouais. Comme quoi, finalement, non mais l'argent. Et puis peut-être alors après tout n'est pas écrit, hein, c'est ce qu'on peut se dire. C'est vrai comme en politique, non ? C'est vrai comme dans la vie tout court. Ouais. Rien n'est jamais gagné d'avance. Rien n'est jamais gagné d'avance. Les combats réputés perdus sont toujours gagnables. Ça va donc dans les deux sens. Ouais. Et d'autre part, en ce qui concerne ce qui s'est passé hier soir, oui, bien sûr qu'on a tous le blues parce que franchement là, on n'imaginait pas un tel résultat. Ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y aurait beaucoup à dire. Et j'ai lu d'ailleurs des commentaires. Il y aurait beaucoup à dire. Qu'est-ce que vous dites alors, justement ? Non, je suis pas du tout un spécialiste, c'est ni un commentateur sportif. Non, la seule chose que je puisse dire, c'est que derrière tout ça, il y a un vrai sujet qui nous renvoie à notre humaine condition de citoyen français, qui consiste à dire que effectivement, il faut jamais craindre de se battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, et que dès qu'on lâche un peu prise, ça donne parfois des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qui était prévu sur les feuilles des parieurs. Ouais, c'est vrai, c'est ce que disait Anthony Martial, le joueur. Le caractère, on a eu du caractère. Tout est dans le tempérament. Le mental. Politique, on sait ça depuis longtemps. Alors, justement, le mental, le tempérament et le caractère. Est-ce que Laurent Wauquiez en a ? Avec sa liste des Républicains, il a présenté en détail pour les européennes hier, mené donc par François-Xavier Bellamy. Alors, tout est prêt. Il a donné les places. Il y avait un peu de désordre jusqu'à hier midi. Finalement, là, il a mis tout en ordre. Morano, Hortefeux est en position éligible. Péchenard. Vous êtes convaincu, vous, par cette liste ? Enfin, écoutez, moi, j'ai pas de commentaire à faire parce que, honnêtement, je connais pratiquement... Vous êtes toujours républicain ou pas ? Bien sûr, je connais pratiquement chacun des candidats et chacune des candidates. C'est une bonne liste qui lie l'expérience et le renouvellement. Moi, j'ai pas d'autres commentaires à faire et je souhaite évidemment bonne chance à cette liste. Oui, mais c'est le retour quand même des sarkozystes. Hein. C'est une bonne nouvelle, ça, ou pas ? D'abord, je vois pas où est la mauvaise nouvelle. En ce qui me concerne, j'ai toujours été de cette famille politique. Oui, non, mais Deuxièmement, je crois qu'il faut arrêter de sortir les étiquettes à toutes les sauces. Je prends l'exemple de Frédéric Péchenard, que je connais depuis des années. C'est un remarquable ancien haut fonctionnaire dans le domaine de la police et de la sécurité. Et il est tout à fait à sa place dans cette liste, comme il est d'ailleurs très efficace à la région Île-de-France, dans les domaines de sécurité. Non, moi je trouve que de ce point de vue, on a une liste qui est de bonne qualité. Oui, bon, vous la soutenez alors, cette liste ? Écoutez, je dirais ça le moment venu. Encore une fois, moi je suis un peu sorti. Non, mais c'est ma famille. Vous n'allez pas faire du Jean-Pierre Raffarin, si, pas du tout. Non, attendez, ça n'a rien à voir. On n'est pas tout à fait dans la même trajectoire, Jean-Pierre Raffarin et moi. La seule chose, c'est que je me suis exprimé hier sur la tribune d'Emmanuel Macron concernant l'Europe, et j'ai regretté que cette tribune ne soit pas écrite par ma famille politique. Voilà, parce qu'en vérité, c'est très exactement ce qui devrait être notre engagement pour l'Europe, c'est-à-dire à la fois être profondément européen, tout en étant quand même un peu ferme sur un certain nombre de sujets, l'immigration, la sécurité. Non, mais c'est pour ça qu'il y a un peu de trouble, Jean-François Copé. C'est pour ça qu'il faut que la droite maintenant clarifie sa position. Elle peut pas être dans l'ambiguïté permanente. Donc vous attendez avant de vous prononcer. C'est ce que vous dites quand même. Est-ce que vous allez soutenir ou pas cette liste ? Je vais vous dire, surtout ma réponse, elle est liée au fait que moi j'ai pris beaucoup de recul par rapport à la politique nationale. Je me consacre à ma ville de Meaux. Par ailleurs, je suis avocat et j'ai pas du tout l'intention de commenter tous les jours les choses. Il se trouve que là, j'ai écrit un livre avec Laurent Alexandre sur un sujet dont je souhaite que l'opinion publique s'en empare, qui concerne l'intelligence artificielle et la démocratie, parce qu'il y a des choses très graves qui sont en train de se passer et que je pense que ça n'est absolument pas suffisamment évoqué dans le débat politique. Voilà, donc vous me posez la question, je vous en ai dit bien, tout est bien, mais je crois qu'encore une fois, moi j'ai pas du tout l'intention de faire des petites phrases, j'ai fait ça pendant des années, j'ai tourné cette page. Mais votre regard quand même nous intéresse toujours aussi dans le domaine en fait de l'organisation de la vie politique et puis même des choix de société. L'intelligence artificielle en fait partie. Il y a par exemple la fiscalité sur les successions. Là, la République en marche dit ce matin que il faut persister à vouloir alourdir cette fiscalité sur la succession. Ils ont rien compris, quoi. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils n'ont pas entendu le message des Français. Je dis même pas de ceux des gilets jaunes. Laissons de côté les extrémistes. Parce que alors vous croyez quoi, que parmi les gilets jaunes, il n'y a pas des gens qui ont des idées sur ce point. Enfin, faut arrêter de penser
que les citoyens n'ont pensé qu'à la taxe sur le gazole. Ils ont surtout dit qu'on n'en pouvait plus de cette fiscalité qui étrangle les gens qui ont envie de travailler plus, de s'en sortir pour rendre plus heureux leur famille. Donc entendre qu'on veut maintenant alourdir la taxation sur les successions alors qu'on paye tout au long de sa vie des impôts et que le moment important c'est de se dire on va transmettre à ses enfants son logement, je sais pas, l'épargne d'assurance vie qu'on a pu faire et dire on va encore repayer des impôts dessus. Mais enfin, il y a un moment, il faut que tout ça s'arrête. Ouais. Je pense que les députés d'En Marche, ils ont un gros problème, c'est que, je vais le dire un peu rapidement, ils n'ont jamais été maires de Meaux. Voilà. Et donc, comme ils n'ont jamais été maires, donc une ville, Meaux ou d'une autre, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est la réalité du quotidien. Et je trouve ça désolant d'entendre ces gars dire ce qui leur passe par la tête au nom d'idéologie du siècle précédent. Et vu de Meaux, justement, Jean-François Copé, comment il faut sortir de ce grand débat-là ? Écoutez, le plus vite possible déjà, parce que je crois qu'il faut qu'on arrête la langue de bois. Moi, j'ai lu un certain nombre de propositions qui m'ont paru un peu décalées. Enfin, penser qu'on va sauver la France en mettant de la proportionnelle à l'Assemblée, c'est-à-dire en renforçant encore les extrémistes de gauche et de droite, comme si on n'en avait pas assez entendu la violence des propos. Penser qu'on va régler le problème en réduisant encore les indemnités des élus, oubliant que c'est quand même des hommes et des femmes qui se consacrent au pays et qui quand même peuvent pas être sans arrêt foulés aux pieds, plus un certain nombre d'autres propositions qui vont dans tous les sens. D'un côté, on dit il faut taxer les riches, de l'autre, on dit il faut quand même baisser les impôts, puis on dit il faut augmenter les dépenses publiques parce qu'on en a besoin, mais pas trop de déficit. Enfin, tout ça montre que la politique est un métier, que ça s'apprend, et que si on pouvait de temps en temps avoir le courage de remettre les choses dans le bon ordre, de mettre la mairie au milieu du village, vous voyez, pour que les choses se réorganisent, qu'on remette un petit peu d'autorité, et qu'on comprenne que on peut pas mettre 1,5 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre. Je pense que tout le monde le comprend quand il est chef de famille, pour ses enfants, il dépense pas plus que ce qu'il gagne, il fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Il y a que pour l'État qu'on demande des choses que lui-même ne peut pas tenir. Donc je pense qu'il faut maintenant revenir un petit peu à la raison et se fixer un projet pour l'avenir. Et ce projet, moi je le propose, à l'image de ce que Kennedy avait fait quand il avait dit « Dans 10 ans, on envoie un Américain sur la Lune », eh bien disons-nous, dans 10 ans, on fait de l'Europe et de la France le territoire de l'intelligence artificielle. Alors comment ça peut passer justement par l'intelligence artificielle ? Parce qu'avec votre livre, Laurent Alexandre, dans votre livre, vous en parlez, et il y a cette menace pour certains sur la démocratie de l'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a voulu écrire ce livre. C'est la première fois qu'il y a un livre qui est écrit avec un scientifique et un homme politique. Laurent Alexandre est un remarquable scientifique, qui a un parcours d'ailleurs tout à fait passionnant, et qui est l'un de ceux qui ont vraiment mis sur la table le débat de l'intelligence artificielle, en disant attention, l'intelligence artificielle, c'est des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine, d'imiter l'intelligence humaine. On est sur des enjeux absolument énormes, alors très positifs, par exemple dans le domaine scientifique, avec des diagnostics aujourd'hui très très sûrs, pratiquement plus sûrs parfois que le diagnostic fait par les hommes. On est sur des progrès technologiques extraordinaires, mais on est aussi sur des risques énormes, et notamment des risques pour la démocratie. On le voit à travers les influences étrangères dans les débats. Vous savez ce qui s'est passé dans la campagne des États-Unis avec la Russie. On est au niveau de nos pays européens dans des risques de manipulation de l'information, des risques de cyberattaques. Et puis aussi, plus globalement, il y a un enjeu, c'est que vous avez les Américains avec les GAFAM, les Chinois qui ont l'équivalent, les BATX, qui sont l'équivalent des Google, Amazon, Facebook. Et puis nous, au milieu, les Européens, on regarde les balles passer, on est devenu le terrain de jeu de toutes ces grandes entreprises et de ces deux grandes puissances. Et moi, je plaide pour que ce ne soit pas un G2 Amérique-Chine, mais un G3 avec l'Europe autour de la table. Oui, Bruno Le Maire, il a raison justement de vouloir aussi taxer les GAFA, mais la France fait un peu cavalier seul avec sa taxe lancée hier, écoutez, de 3%. D'abord, oui, il a raison, parce qu'il y a un moment, il faut quand même un peu renverser la table et dire que c'est quand même aberrant que le moindre patron de PME qui bosse, qui crée de la valeur, paye plein pot les impôts, c'est le cas de le dire, et que pendant ce temps-là, vous avez des très grandes entreprises telles que Google ou Amazon ou d'autres qui ont organisé leur activité pour en faire des gros chiffre d'affaires en France,
et ne pas payer d'impôts sur le territoire. Donc oui, bien sûr. Après, ce qui est désolant, c'est que l'Europe, 550 millions d'habitants, avec des projets extraordinaires, des réserves d'intelligence, d'énergie, tout ce qui est le génie européen, ne soit pas fichu d'incarner une parole unique pour permettre la fusion Alstom-Siemens ou pour simplement dire sur ces sujets, évidemment, qu'on harmonise la fiscalité. Bon, voilà, il faut lire votre livre. Hein. On va redonner en fait le titre dans un instant. Juste d'un mot, puisque vous avez évoqué l'international, est-ce que l'ONU a raison aussi de vouloir une enquête sur l'utilisation des LBD contre les gilets jaunes dans les manifestations en France? Non, mais là, on est chez excusez-moi, mais on est chez les fous. Hein. Oui. Franchement, parler de la France en ces termes, c'est insultant. Dieu sait si j'ai du respect pour les institutions internationales. Enfin, de quoi parle-t-on? On parle quand même du maintien de l'ordre dans la République. Depuis quand a-t-il été écrit que les démocraties, c'était le désordre, qu'on pouvait cogner des policiers, qu'on pouvait enfoncer des portes de ministères? D'ailleurs, c'est pas les gilets jaunes qui ont fait ça, c'est les extrémistes qui se sont emparés de la colère de millions de Français tout à fait légitimes sur le ras-le-bol fiscal, le ras-le-bol administratif, et qui s'en sont emparés pour déstabiliser l'État. Et je trouve d'ailleurs que l'État a été un peu lent à réagir. Il l'est maintenant, et heureusement. Enfin. L'utilisation des LBD, faut revoir les choses quand même, peut-être, non? Mais il faut revoir quoi? Il faut surtout rappeler à ceux qui cognent des policiers que c'est passible de sanctions pénales. Non mais il faut. Excusez-moi, je sais que c'est très incorrect. Non, mais il y a un moment, il faut quand même arrêter de se tromper de débat. Personne n'a jamais interdit de manifester, d'exprimer ses opinions. Mais il y a quelque chose qui n'est pas acceptable, c'est que la démocratie puisse être menacée sans qu'on dise rien, et qu'au lieu de se poser la question de ce qui conduit des gens à être aussi violent à l'égard de la police, le seul débat, c'est pourquoi la police a répliqué. Enfin, franchement, moi, je pense qu'il faut maintenant que tout ça soit remis dans le bon ordre. Et de ce point de vue, il me semble que ce qui doit être le fer de lance de la conduite d'un grand pays démocratique, c'est à la fois l'ordre et le progrès. Oui. Le mot de la fin, Jean-François Copé, avec Cécile de Ménibus. Je reviens sur un mot que vous avez dit pas mal de fois durant cette interview. Chez les Républicains, et de manière plus générale à droite, on ne dit pas mon parti politique, on dit ma famille politique. Est-ce que c'est une manière à droite de gommer les profondes divergences parfois de point de vue en petites querelles familiales? Écoutez, en tout cas, la question mérite d'être posée, mais l'origine du mot n'est pas tout à fait celle-là. En fait, moi je parle de famille politique parce que je suis de sensibilité gaulliste. Oui. Depuis le début de mon engagement, et nous avons construit un parti qui est plus qu'un parti, puisque nous avons voulu rassembler les gaullistes, les libéraux, les centristes, les européens, et c'était à l'initiative de Jacques Chirac quand Le Pen est arrivé au deuxième tour en 2002. Et on a fait cette fameuse UMP qui, pendant des années et des années, non seulement a gouverné la France, mais a gagné des élections. Je rappelle qu'en 2014, j'étais à la tête du parti. Nous avons fait un score extraordinaire. On a gagné 69% des villes de plus de 9000 habitants. Très beau chiffre. La fameuse vague bleue. Je le dis parce que on en est loin. On oublie tout ça. Et puis, deuxièmement, quelques semaines après, on a fait un score très important aux européennes. On a fait 21%, plus l'UDI 8, 29%. On en est là aussi très loin aujourd'hui. Donc, c'est dire simplement que cette famille, on a gardé ce terme, même si malheureusement aujourd'hui, pour des tas de raisons que je regrette beaucoup, les libéraux, les centristes et les pro-européens sont en train de quitter la maison. Famille éclatée, quoi. En groupe. Et on a un invité surprise pour vous. Salut Jean-François, c'est Laurent Wauquiez. Allez copains, sans rancune, give me 5, check. J'ai toujours été fan de toi. Déjà dans ma chambre d'ado, je collectionnais des posters de toi quand tu avais encore des cheveux sur René Coty. Alors voici ma question. Si je devais t'offrir une Smartbox aventure et exotisme au Puy-en-Velay pour notre réconciliation, qu'est-ce que tu choisirais? Une visite guidée des oubliettes du château de la Voûte-Polignac, une dégustation du meilleur aligot saucisse sauce cyanure ou une descente en varap au fond du plus vieux volcan d'Auvergne? Ça, c'est de la famille. Hein. Alors ça, c'est absolument, oui, tout à fait. Alors, je préfère tout de suite prévenir aucun des trois, parce que je connais assez bien l'ambiance, et donc il est hors de question que je m'expose même à accepter l'idée. Voilà. Mais en revanche, visiter la cathédrale de Meaux, le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, déguster naturellement le brie de Meaux, ce sera avec d'autant plus de plaisir qu'il n'y aura ni cyanure, autre formule que vous avez utilisée, ni quoi que ce soit. Meaux est un territoire totalement apaisé. Vous invitez donc Laurent Wauquiez. Voilà, c'est ça. Absolument. Voilà, merci. L'invitation est lancée. Voilà, Jean-François Copé, co-auteur de L'intelligence artificielle va-t-elle tuer aussi la démocratie? Et Dany Moreau qu'on retrouve dans une vingtaine de minutes. Restez avec nous, c'est Sud Radio, il est 7h58.